Lorsqu'il y a besoin de référence de prix, C2E Market s'impose comme étant la référence que les gens ont envie de choisir. C2E Market, si on regarde l'activité récente, sur les 2 dernières années, on a fait à peu près chaque année 60 TWh d'échanges, ce qui effectivement représente des montants, si tu veux, en nominal qui sont assez importants. On parle de 500 millions d'échanges à peu près par an. L'année dernière, C2E Market, en moyenne, c'est une transaction par jour. Il y a des jours où il y a quelques transactions, 5, 6, 10 transactions, mais il y a des jours, et même il y a eu des semaines sur lesquelles il n'y a pas eu de transaction sur C2E Market. Pour autant, grâce à ce mécanisme, on est capable effectivement d'écrire tous les jours un niveau de prix qui correspond à cet équilibre offre-demande sur le marché. On a des transactions de précarité assez loin maintenant, on a du 2028, des gens qui s'échangent de la précarité pour une livraison 2028, et on voit que c'est encore très tendu, c'est-à-dire qu'on parle encore de prix à 15 € pour du 2028. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Larosa, cofondateur de C2E Market. C2E Market, c'est la place de marché dédiée à l'achat et à la vente de certificats d'économie d'énergie. L'idée est simple mais très puissante. Permettre à tous les acteurs du marché de négocier leur C2E au meilleur prix en toute transparence. Un outil qui répond à un vrai besoin dans un marché où les prix peuvent varier énormément. Dans ce podcast, Marc revient sur son parcours, la création de C2E Market et nous donne sa vision cash du marché. La nouvelle P6 C2E, les C2E en Espagne, la pénurie de précarité, bref, il nous dit tout. Et comme si ça ne suffisait pas, il vient tout juste de lancer CPB Market, une place de marché dédiée cette fois aux certificats de production de biogaz. Un nouveau marché qu'il nous présente en exclusivité dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous laisse profiter de ce podcast, c'est parti. Marc, comment ça va ? Ça va très bien, très bien, merci. Toi aussi ? Eh ben super, et c'est un honneur de te recevoir sur Ila26 TV. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un podcast qu'on nous a, comme je te l'ai dit en off, on nous a beaucoup demandé parce qu'on reçoit beaucoup délégataires, installateurs. Et c'est vrai que une boîte comme C2E Market, il n'y en a pas des centaines ni des dizaines. Donc c'est vraiment intéressant de te présenter. Donc justement, si tu veux te présenter en 2-3 lignes, et après on va revenir sur ton parcours pour voir justement comment est-ce que tu en es arrivé là et parler de l'actualité. Très bien, merci. Et puis merci pour ce petit mot gentil d'introduction. Donc moi je m'appelle Marc Larosa. Qu'est-ce que je peux raconter ? J'ai passé un peu de temps dans l'énergie puisque ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans le secteur de l'énergie maintenant. J'ai commencé le secteur chez Dalkia, qui est une filiale du groupe EDF aujourd'hui. Et puis j'ai passé beaucoup de temps en salle de marché à la Société Générale sur le négoce de matières premières énergétiques. Et puis donc j'ai créé C2E Market juste en quittant la Société Générale. L'idée a germé en 2019, on y reviendra, mais à partir de 2020. Voilà. Alors justement, on va y revenir. Justement, comment est-ce que toi, tu as découvert justement ce dispositif des C2E ? Ça remonte à combien de temps ? Parce que ça fait 30 ans que tu es dans le marché, donc tu as vu le début. Est-ce que tu étais déjà là au début des C2E ? Tu commençais à t'y intéresser ? Comment ça a commencé ? Alors en fait, pour être très honnête, j'ai commencé à regarder ce dispositif dès le tout début. Moi, j'étais à cette époque à la Société Générale sur un marché qui est le marché des crédits carbone et des quotas carbone. Et on avait créé une filiale dédiée vraiment à ce marché du carbone à l'époque, qui s'appelait Ambeo. C'était une co-entreprise avec ce qui est devenu Solvay, qui était Rhodia à l'époque, Rhodia Énergie en particulier. Et à ce moment-là, effectivement, donc nous, on a créé cette entreprise Orbeo en 2005, ce qui était effectivement le moment où vraiment la jeunesse du dispositif a eu lieu. Et 2006, on était encore en plein dedans. Et donc j'avais vu, j'ai commencé à voir apparaître ça, c'était très petit au départ. Et en fait, une de mes collaboratrices a rejoint l'équipe de Certinergie de Frédéric Kutzmann à l'époque. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce dispositif. C'était un petit peu plus tard, c'était plutôt vers 2007-2008. Donc il y avait déjà effectivement... Et ça m'avait semblé trop procédurier, trop de paperasse, trop administratif pour représenter un réel intérêt par rapport à ce que je savais faire. Enfin, je veux dire, l'intérêt du dispositif, c'était pas la question, c'était est-ce que je suis capable d'y contribuer. Et donc à l'époque, en fait, voilà, je suis passé à autre chose et j'ai vraiment complètement perdu de vue le dispositif pendant des années, jusque les années 2018-2019, où là, à la Société Générale, un de nos grands clients
est venu nous voir en nous parlant de ce dispositif, en nous demandant si on pouvait intervenir en tant qu'établissement financier dans le dispositif. En l'occurrence, l'idée, c'était ce qu'on fait sur beaucoup d'actifs énergétiques, de soulager le bilan en fait de cet acteur qui était un grand obligé du dispositif pour porter sur le bilan de la banque Société Générale ses actifs, c'est-à-dire les certificats d'économie d'énergie. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte, un, que le dispositif avait pris une certaine importance, et deux, que le dispositif manquait d'outils que moi je trouvais particulièrement utiles sur les marchés que je connaissais, électricité, gaz, quota de CO2, pétrole, produits dérivés du pétrole, c'est-à-dire en fait une place de marché. Et ça n'a pas été immédiat, hein, on a travaillé un peu ensemble et puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à mettre en place la solution qu'on voulait mettre, répondre de manière satisfaisante à la question finalement qui nous était posée. Et en particulier parce qu'on ne savait pas identifier un vrai prix de marché, on ne savait pas identifier un endroit où échanger ces certificats, ce qui est une problématique lorsqu'on porte des actifs, c'est être capable de les liquider, de récupérer de l'argent lorsque effectivement il y a un défaut, ça peut arriver. Et donc là, on n'avait pas du tout de solution. Et en fait, comment est-ce qu'il faisait avant justement la création de C2E Market? Comment est-ce qu'on achetait? Comment est-ce qu'on vendait du C2E? Ça marchait comment? Alors, on continue à C2E Market n'est pas l'alpha et l'oméga de la vente de C2E aujourd'hui. Hein. C'est une partie du marché. On représente entre un quart et un tiers du marché des secondaires des certificats. Mais il y a toujours une grande majorité d'échanges qui se font en bilatéral. C'est-à-dire ce sont des gens qui se connaissent, qui s'appellent. J'ai des certificats à vendre, j'ai des certificats à acheter, etc. Et puis, ils organisent parfois des petits appels d'offres avec les contreparties auxquelles ils sont habitués. Parfois, ça se fait de manière plus direct. Mais tout ça existait avant la création de C2E Market et ça continue à exister. Ce qui manquait, en tout cas dans ma compréhension au moment où on a lancé l'idée de C2E Market, c'était vraiment une notion de référence de prix solide, parce qu'aujourd'hui, on pourra y revenir, mais on voit encore que les références de prix qui sont proposées par le registre, en particulier EMI, ne sont pas considérées comme suffisamment pertinentes. C'est-à-dire qu'elles vont être correctes 8, 9, 10 mois dans l'année, et puis pendant 1, 2, 3 mois, elles ne vont pas être représentatives de ce qui se passe sur le marché. Donc c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas du coup se reposer dessus. Donc il n'y avait pas de référence de prix. Et puis encore une fois, il n'y avait pas de marché organisé. Or, pour un établissement bancaire, et on va y revenir parce que pour moi c'est vraiment... j'espère. C'est vraiment la raison fondamentale pour laquelle on a créé C2E Market. Et malheureusement, on n'est pas encore arrivé à cet état-là. L'idée, c'est effectivement qu'un établissement bancaire se sente à l'aise avec ce dispositif. Ce dispositif, il y a évidemment tout un aspect... vertueux, intéressant, qui est travaux d'économie d'énergie, garder l'énergie, ça veut dire effectivement économiser sur les factures, ça veut dire une indépendance énergétique, c'est ça. Mais c'est un dispositif de financement de ces travaux. Or, si vous regardez, chercher des établissements financiers actifs dans le dispositif, même en deuxième rideau, c'est extrêmement rare, et ça va plutôt en disparaissant qu'en augmentant. Nous, on avait réussi à faire venir, par exemple, BNP Paribas, qui était venu sur notre dispositif. L'évolution du dispositif, en particulier les règles de contrôle sur le marché secondaire, les sanctions potentielles pour des acteurs qui ne font que acheter et vendre des certificats dans une optique de financement, sont devenues dissuasives. Et BNP Paribas est ressorti du dispositif. Et je cite BNP parce qu'il était chez nous, mais on peut en citer d'autres. Et donc, le sujet... derrière tout ça, c'est qu'effectivement, il manquait une référence de prix, mais il manquait aussi une place des marchés et il manque un système, et ça malheureusement c'est en dehors de notre contrôle, j'en ai pas, c'est en dehors de notre contrôle, il manque un système qui encourage au lieu de décourager les acteurs financiers pour venir apporter un financement bon marché, parce qu'évidemment le financement on en trouve, c'est du financement des dettes des entreprises elles-mêmes, c'est du financement à travers des fonds d'investissement, etc., mais qui sont des solutions relativement coûteuses. Et alors justement, toi qui as travaillé, qui connais justement le système bancaire, pourquoi est-ce qu'ils sont frileux avec ce dispositif? C'est quoi les raisons concrètes? Les fraudes? Qu'est-ce qui leur fait peur en fait? En fait, le sujet, c'est
évidemment lié à la fraude, bien évidemment, comme tu le soulignes, c'est un des points majeurs, mais un établissement financier n'est pas forcément dans le dispositif directement financeur de travaux d'une société qui pourrait être impliquée dans un système de fraude. L'idée, nous, qu'on avait, c'est que s'ils sont capables de financer des travaux d'économie d'énergie, très très bien, mais c'est assez compliqué, il y a un risque de réalisation, il y a un risque de fraude, etc. etc. Donc une petite partie va être capable de le faire, mais les grands acteurs institutionnels, classiques, etc., ça va être assez compliqué. Et donc l'idée, c'est plutôt de venir derrière avec un financement d'obligés ou un financement de délégataires, mais en s'appuyant sur les dispositifs. Donc, par exemple, effectivement, en portant des certificats d'économie d'énergie pendant une certaine période sur leur bilan. Et pour faire ça, il faut effectivement qu'ils ne craignent pas, et aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas, ils craignent des sanctions simplement parce qu'ils auraient acheté des certificats qui, in fine, après contrôle, etc., se sont avérés portés sur des travaux qui posaient question. Et la gamme de questions, comme tu sais, elle est très très large. Ça peut être une malfaçon, ça peut être une fraude, ça peut être simplement même une petite erreur administrative, ou au contraire, ça peut être quelque chose de très grave, fausse facture, etc. Ça existe aussi dans le dispositif. Et arriver en second rideau en disant moi, je vais financer quelqu'un qui a la responsabilité de faire ces vérifications, qu'il soit obligé ou délégataire d'obligation, ça devrait m'exonérer, me protéger de ce risque-là. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et ce qui a été rajouté dans le dispositif récemment, c'est un décret qui date de fin 2022 et qui est en œuvre depuis avril 2023, c'est un décret qui exige des vérifications lorsqu'on achète des C2E déjà produits, dans ce qu'on appelle le marché secondaire, avec en plus, là, récemment, la loi Cazenave de lutte contre toutes les fraudes qui comporte des tas de mesures qui sont indispensables ou en tout cas extrêmement utiles, mais qui comporte en son sein une règle qui, à mon sens, est délétère pour, en tout cas, la capacité des banques à financer ces dispositifs. C'est une pénalisation en cas de non-satisfaction de ce décret, effectivement, de vérification, le décret 2022-1655. Et ça, c'est clairement ce qui a freiné BNP Paribas et qui les a fait quitter le marché tant que ce décret est en œuvre, parce que pour un établissement financier, déjà, la capacité même à faire des contrôles sur des travaux qui ont été faits par quelqu'un d'autre, voire même avec 2-3 niveaux entre, c'est pas du tout dans leur corde. Donc, ils auraient eu besoin de mettre en place quelque chose qui est en dehors de leur capacité naturelle. Et en plus de ça, avec un risque qu'ils n'arrivent pas à mesurer. Vous inquiétez pas, le podcast reprend dans 30 secondes. C'était juste pour vous tenir au courant qu'on a lancé le ILA26 Business Club, le plus grand business club de l'histoire de la rénovation énergétique en France, avec de la mise en relation, de la formation, de l'information, des événements physiques de networking sur Paris et aussi les meilleures valorisations du marché seulement pour les membres du Business Club, des tarifs préférentiels sur le matériel. Bref, vous l'avez compris, c'est l'endroit à être, que vous soyez installateur, mandataire, délégataire, obligé, apporteur d'affaires dans la rénovation énergétique. Foncez, vous avez le lien en description pour plus d'informations. Allez-y et nous on se voit de l'autre côté. J'ai hâte que vous rejoigniez le Business Club. Je vous laisse tout de suite reprendre la suite du podcast et on se voit bientôt. Quel est l'impact que ça va avoir sur eux? Est-ce qu'ils vont être effectivement tenus responsables de l'annulation intégrale d'un chantier, ce qui, sur quelques terawattheures, se chiffre en dizaines de millions d'euros, pour une activité qui rapportera jamais des montants tels que cela. Donc l'équation qu'on appelle risk-reward, risque versus effectivement le revenu attendu, est absolument désastreuse. Donc c'est vraiment ça qui gêne les établissements financiers. Et donc, ça prive le dispositif de sources bon marché de financement. Et donc, ça renchérit le dispositif, in fine. Ça le rend plus cher, ça le rend plus compliqué. Non, bien sûr. Et c'est vraiment intéressant. Et je te propose juste qu'on refasse un petit bond en arrière sur la création, en fait, justement, de C2E Market. Donc, 2019-2020, c'est ça, à peu près. Ça commence comment? Comment est-ce que tu mets en place ton idée? Est-ce que tu es avec des associés? Comment ça marche? Alors, oui, le départ, d'ailleurs, est assez amusant. En 2019, brutalement, la Société Générale, en avril 2019, décide de mettre fin à toutes ses activités de négoce de matières premières, et en particulier donc, l'activité dont j'avais la responsabilité sur l'énergie. Et donc là, en face de moi, d'un seul coup, un horizon s'ouvre de possibilités. Donc je cherche un petit peu, effectivement, quels sont les
quelles sont les voies. La plupart de mes collaborateurs ont cherché à retrouver une autre banque ou alors ont cherché à développer une activité plus de conseil indépendant, les conseils freelance, etc. Bon. Ce que j'ai cherché à faire aussi, hein, pour être très clair. Mais en même temps, je me suis dit que je n'avais pas à avoir beaucoup d'opportunités comme celle-là de redémarrer quelque chose. Et donc tout de suite, j'ai réfléchi à ce marché des certificats d'économie d'énergie en intégrant cette réflexion dont j'ai fait part tout à l'heure, qui manquait une place de marché sur le dispositif. Or, si je savais à peu près comment fonctionnait une place de marché, parce que j'avais au préalable participé au lancement, par exemple, de PowerNext lorsqu'ils ont démarré le marché électrique en France. Ils étaient venus nous voir, j'étais chez Dalkia à l'époque, etc. Donc, j'ai vu de près ou de loin pas mal de lancements de places de marché sur l'énergie ou de l'élargissement de scope lorsqu'ils ont rajouté l'électricité dans d'autres pays, le gaz dans d'autres pays, etc. Donc, quelque part, le côté fonctionnel, la description des besoins fonctionnels, c'est quelque chose que j'étais capable de faire. Mais par contre, techniquement, j'avais aucune idée de ce que je serais capable de la manière dont on enclenchait quelque chose comme ça. Or, j'avais gardé contact avec une des personnes avec qui je travaillais chez Dalkia. On a travaillé ensemble jusqu'en 2000, donc presque 20 ans avant, Olivier Lemarois. Et quelque part, la discussion a été très très rapide parce que j'ai dit à Olivier, bon écoute, j'ai une idée, mais j'ai aucune idée de comment faire cette idée. Et lui il m'a dit, écoute, je sais comment faire tout, grosso modo. Je sais faire des places de marché, mais j'avais aucune idée de la place de marché sur laquelle je pouvais aller. C'est compatible. Ah oui, mais c'était vraiment, mais ça a été une évidence, quoi. En plus, bon, évidemment, comme on était resté en contact longtemps, c'est parce qu'on s'entendait bien, qu'on avait effectivement une capacité à travailler ensemble. On en avait déjà travaillé ensemble. En l'occurrence, j'étais dans son équipe. Il était responsable de la stratégie de Dalkia. Moi, j'étais un des membres de son équipe à l'époque. Et donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Il m'a présenté une des personnes qui est le troisième associé, là, Nicolas, qui effectivement, lui, avait un très très gros bagage technique, puisqu'il a participé à la création, par exemple, de Price Minister, qui est effectivement, voilà, donc c'est aussi quelqu'un avec énormément d'expérience, ce qui est devenu Rakuten aujourd'hui. Voilà, et donc tout ça, en fait, s'est mis en place assez facilement, jusqu'au moment où on s'est dit, bon, ok, on va savoir faire la place de marché. Moi, ma crainte, c'est le syndrome du restaurant vide. C'était, ok, on va voir un truc, ça va être très joli, il va y avoir des lumières partout, mais il ne va jamais y avoir personne. Sauf si on arrive à motiver un groupe qu'on a appelé de fondateurs pour effectivement vraiment symboliser l'importance que ça allait avoir dans le dispositif. Donc un groupe d'acteurs qui serait suffisamment engagé, c'est-à-dire en prenant vraiment des engagements avec nous de fonctionnement de la plateforme et avec une capacité importante dans le dispositif pour effectivement les fédérer, leur dire bon, maintenant, vous vous engagez quelque part à servir de cet outil, sous réserve qu'on vous livre un bel outil, etc., bien entendu. Mais s'il est là, s'il fonctionne, vous vous engagez à le faire fonctionner. Donc là, on a eu la chance de croiser effectivement la route de 5. La chance, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rouvert mon carnet d'adresses, et puis donc je suis allé à la recherche de ce petit groupe. On en a trouvé 5. Donc il y avait effectivement Intermarché, Scaped, la SCA Pétrole et Dérivés, Engie, ça c'était les 2 gros obligés qui sont engagés à mettre des volumes sur la place de marché, et puis 3 délégataires. Donc c'était Sonergia, Equinov, qui est devenu Acciona Energia aujourd'hui, et puis Leighton Offé, qui vient de changer de nom, qui s'appelle Accel aujourd'hui. Okay. Et donc, ça te permet aussi, donc j'imagine, de sonder aussi est-ce que ça les intéresse. J'imagine que tu fais des coups de fil pour voir est-ce que ça les intéresse, et tu vois que y a l'intérêt forcément pour cette idée. Alors, effectivement, ces 5-là sont plus qu'intéressés, puisqu'ils s'engagent auprès de nous à mettre des volumes sur la place de marché. Mais effectivement, au cours de ce sondage, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai interrogé beaucoup plus de personnes que ça, puisqu'effectivement, pour retenir 5, il faut en contacter des dizaines. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas eu de non, c'est une mauvaise idée. Certains m'ont dit, j'ai pas envie de m'engager tout de suite, ou on verra, à voir, etc. Voyons comment ça marche, etc. Mais j'ai pas souvenir d'une seule réponse vraiment négative en disant qu'est-ce que ça vient faire là, etc. Et donc ça nous a pris un peu de temps. En fait, on a consacré pas mal de temps parce que l'idée, donc, elle a germé à peu près à l'été 2019.
Mais on a réussi à regrouper ces 5 personnes et à leur faire effectivement prendre ces engagements formels, hein, c'est des engagements contractuels, qu'à partir d'avril 2020. Ok. Voilà. C'est le moment vraiment où on a formalisé cet accord et on a on a créé d'ailleurs la société à ce moment-là, avril-mai 2020. Et puis on s'est mis à travailler donc tous ensemble. Ce qui était aussi un des intérêts d'avoir ce groupe de membres fondateurs, c'est que en plus de l'intérêt volume, utilisation de la plateforme, il y avait aussi un intérêt de coller vraiment aux besoins business. C'est-à-dire qu'eux ont écrit avec nous les règles de fonctionnement de la plateforme dans le détail. C'est-à-dire que moi, je savais effectivement des règles de base. Enfin, j'avais une idée sur ce que je voulais voir en termes de fonctionnement de la plateforme elle-même, mais les contrats, quels sont-ils, quelles sont les clauses, quelles sont les bonnes périodes de livraison, etc., etc., quelles sont les bonnes quantités, enfin, tous ces paramètres-là, quelle maturité. On traite avec des livraisons futures. Est-ce qu'on traite pour 1 an de délai de livraison, ou 2 ans, ou 3 ans, etc. Enfin, tous ces paramètres, ce sont les utilisateurs futurs de la plateforme qui étaient dans ce groupe fondateur qui nous les ont donnés. Et c'est un élément clé de la réussite, parce qu'effectivement, on aurait pu être complètement à côté de la plaque en ayant encore une fois une super plateforme, mais avec des contrats qui ne sont pas adaptés, des modes d'échange qui ne sont pas adaptés, etc. Et donc ça a été vraiment extrêmement... C'est plus qu'utile, c'était essentiel en fait dans le démarrage. Mais ça nous a pris pas mal de temps, comme tu vois, c'est effectivement... 9 mois à peu près pour regrouper ce groupe de 5 membres fondateurs et les faire adhérer au projet. Et puis effectivement, ensuite, ça a été assez vite en fait d'un point de vue technique. On a eu assez rapidement une solution à l'été, donc on s'est lancé en avril. En plus, c'était au beau milieu du Covid, vraiment en beau milieu. Voilà, c'est ça. Donc on était vraiment. Donc on a fait. Ce qui m'a fait gagner un peu de temps objectivement, hein, parce que justement. Préalablement au Covid, j'aurais passé, je pense, beaucoup plus de temps dans les transports, dans les trajets, etc., pour finalement un peu moins de temps productif. Donc ça a été plutôt une bonne chose, en fait. Je pense que ça a été assez bénéfique. Et après, dans le déroulé, effectivement, dans les groupes de travail, tout était en ligne, tout était visio, etc. Et donc ça nous a effectivement permis d'aller assez vite. Et on a eu une solution... bêta, à tester vraiment toute première version dès l'été 2020, qu'on a ensuite sécurisé. On a fait des tests anti-pénétration, etc., pour éviter de prendre un risque d'intégrité sur la plateforme, sur les données des adhérents, etc. Et ça, on a fait ça à l'automne 2020, et puis donc le 9 novembre, si je me souviens bien, on a lancé la première journée de trading qui tout de suite a permis de matérialiser une transaction. Tout de suite, il y avait les prix à l'écran, etc. Ce qui est assez rassurant parce que ça faisait un an et demi de travail et c'est toujours on s'imagine que ça peut bien se passer, mais on s'imagine aussi qu'il peut y avoir des difficultés, et là pour le coup ça a démarré hyper bien. Justement, on va parler du lancement, mais juste avant, je fais un petit recap sur ce que tu as dit, parce que c'est super important. Ça peut paraître bête, mais que ce soit pour des pros de la réno qui nous regardent, mais même peu importe l'entrepreneur qui veut lancer une boîte, ce que tu as dit, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'entourer de professionnels et en fait d'appeler déjà, de proposer ton idée, parce qu'en fait ça peut paraître très bête, très simple, mais il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, qui peuvent faire une boîte pendant 1 an, travailler sur un projet, et après ils se rendent compte qu'en fait ils sont complètement à côté de la plaque par rapport aux besoins du marché. Et en fait, ce que tu dis, c'est essentiel. Et donc justement, avant de revenir sur le lancement, pas eu besoin de lever de fonds, tout bootstrappé, c'est géré par vous-même, pas eu besoin de lever des fonds? Non, on n'a pas eu besoin de lever des fonds. Mais oui, ce que tu dis, c'est sur le processus est hyper important. Et en fait, on a aussi bénéficié. C'était pas la première expérience de place de marché en l'occurrence. Il y avait déjà eu une expérience en 2011 qui justement avait été lancée par PowerNext et qui n'avait pas réussi à décoller. Et on a bénéficié, si tu veux, quelque part aussi de ce retour d'expérience, parce qu'effectivement, on a parlé à tellement d'acteurs qu'on a eu des feedbacks sur ces tentatives-là. Et c'est vraiment là que ça nous a renforcé dans l'idée qu'il fallait absolument avoir déjà bien checké l'idée et un groupe de supporters actifs pour effectivement lancer la plateforme. Alors ensuite, non, on n'a pas eu besoin de lever des fonds. On n'a pas eu besoin de lever des fonds pour 2 raisons.
La première, c'est qu'on avait un peu d'argent, en fait, Ok. Ouais, mes ouais. associés et moi, pour financer les premiers développements, qu'on n'avait pas besoin de se payer, en fait, au départ, parce que on était dans des situations qui ne nécessitaient pas. Et puis, parce que on a trouvé un mécanisme qu'on a reproduit d'ailleurs sur le deuxième lancement, on y On reviendra va en peut-être parler, plus bien tard, sûr, mais bien sûr. des CPB, du biogaz, qui est un mécanisme par lequel, en fait, c'est un bon moyen de matérialiser un engagement de volume. On a demandé aux membres fondateurs, aux entreprises qui étaient engagées avec nous, de prépayer leur engagement. C'est-à-dire, voilà, OK, je m'engage à mettre 1 TWh, c'est 2 centimes par mégawattheure, donc je prépaye en début d'année 20 000 euros pour effectivement matérialiser cet engagement. Et donc, du coup, mon premier TWh, il va être effectivement déjà payé, donc je ne vais pas payer, puis je paierai éventuellement qu'ensuite. Et donc ce mécanisme-là nous a permis aussi de démarrer en fait avec un BFR négatif. On était en plus effectivement non consommateur de cash tout au long de l'année grâce à ce dispositif. Et on a vraiment eu à financer la période de développement avec évidemment développement IT qui coûte un petit peu et puis le côté juridique, hein, parce qu'il y a un gros volet juridique. C'est une grosse partie de nos coûts en fait. Ça a l'air de rien parce qu'on voit des prix, des transactions, ça semble couler de source, mais en réalité on a écrit un gros règlement de marché. J'insiste dessus parce que pour moi c'était essentiel en fait. On est sur un marché, contrairement au marché que j'ai connu sur l'électricité, le gaz, les quotas de CO2, au moins dans la deuxième phase, etc. Ces marchés-là, électricité, etc., sont les marchés qui, de près ou de loin, sont régulés. C'est-à-dire qu'on a un régulateur, on a une instance indépendante, institutionnelle, qui a vocation à superviser le fonctionnement du marché. Pas seulement d'une place de marché, de l'intégralité du marché. Là, sur les C2E, il n'y a pas d'entité intronisée comme régulateur du marché. Ce n'est pas un marché financier, donc l'autorité des marchés financiers, l'AMF, n'a pas vocation à le superviser. Et la commission de régulation de l'énergie, la CRE, pourrait éventuellement le faire, c'est le cas sur les CPB, mais elle n'est pas mandatée pour le faire sur les C2E. Et donc moi j'avais une crainte venant de marchés qui étaient très organisés, c'est que on ouvre la porte à des comportements inadaptés. Et sur les marchés, la liste de comportements inadaptés possibles est assez importante, hein. Ça peut aller effectivement de la manipulation de prix, en allant jusqu'à, on peut imaginer du blanchiment d'argent. Enfin bon, il y a toute une gamme de... Voilà. Donc on a écrit vraiment un règlement de ce qu'on est autorisé à faire, pas autorisé à faire, du comportement qu'on attend, etc., etc. Et puis également, ça intègre également la partie contractuelle, comment les transactions vont se matérialiser contractuellement parlant. Et c'est quelque chose qu'on a confié à un gros cabinet parce que les entreprises qui sont les plus actives sur ce marché sont des grosses entreprises qui ont l'habitude de traiter avec des cabinets importants. Donc voilà, c'est relativement cher. Ce volet était déterminant. Et c'est une grosse partie de nos coûts. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'effectivement, au départ, donc ce qu'on a vraiment eu à financer, c'était ça. Et une fois que les opérations ont fonctionné, en fait, elles se sont financées d'elles-mêmes avec ce prépaiement en fait, des entreprises partenaires, donc fondateurs. Et puis ensuite, le développement de l'activité qui finalement a été relativement rapide. Mais justement, alors comment est-ce que vous définissez un peu le business model de C2E Market? Donc c'est une commission par transaction, j'imagine, quelque chose comme ça. Comment ça marche? Alors, le business model de C2E Market, on n'a rien inventé là pour le coup. On a vraiment fait du copier-coller par rapport à ce qu'on trouve sur d'autres places de marché. Il y a deux termes. Il y a une partie fixe qui est un abonnement annuel qui dépend finalement du nombre d'adhérents, d'utilisateurs de la plateforme du côté de nos adhérents. Nos adhérents sont les entreprises. Et donc on dit voilà, si vous voulez qu'il y ait une personne qui puisse intervenir sur la plateforme, ou deux, ou trois, ou quatre, ça multiplie effectivement les coûts. Ça, c'est une partie fixe qui ne dépend pas du volume qui est effectivement réalisé sur la plateforme. Et puis ensuite, c'est au volume, effectivement. Donc on a des tarifications qui sont complètement transparentes, ça sont affichées sur notre site, qui, pour faire simple, varient entre 1 et quelques centimes et 2 et quelques centimes du mégawattheure.
On ne voulait pas que ce soit un obstacle, en fait, effectivement, donc que ce soit vraiment du second ordre par des prix, des prix qui sont entre 9 et 15-16 euros du mégawattheure pour la précarité. Donc on voulait effectivement que ce soit non dissuasif, mais malgré tout, on a effectivement des coûts qui sont associés. Donc voilà, ça fait partie effectivement de nos modes de rémunération. Donc il y a ces deux volets qui fonctionnent assez bien. Les gens sont habitués effectivement à voir ça sur d'autres places de marché, donc Bien sûr. c'est pas surprenant de Bien sûr. retrouver ça chez nous. Bien sûr. Et alors, comment marche justement ce lancement, ce fameux lancement 9 novembre 2021, ça? C'était le 9 novembre 2021, pardon, excuse-moi, tu as raison, c'est moi qui sais plus, merci. Non, ça se passe très bien. On a effectivement, on avait testé au préalable avec les 5 premiers utilisateurs, voilà, le fonctionnement. Ça démarre très bien, ça démarre très vite. On a tout de suite, dès la première journée, la première transaction, on peut vérifier effectivement... il y a toujours un petit peu de transpiration, qu'il n'y a pas de bug, que voilà, tout fonctionne bien, les contrats sont bien partis tout de suite, etc. Et assez rapidement, les volumes commencent à arriver. Et puis ça fait un peu boule de neige, puisqu'effectivement, progressivement, de 5, on passe à 10, 12 assez rapidement. Et puis aujourd'hui, il y a 45 adhérents sur la plateforme, donc ça a vraiment pris. Et puis... les volumes vont de pair avec cette croissance. Et donc là, on constate une certaine facilité finalement de nos utilisateurs qui sont contents, qui disent que pour la plupart, on a vraiment fait un développement, pour moi qui n'étais pas très habitué de ce mode, mais c'est vraiment l'exemple du mode agile qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait une solution de départ simple, rustique, pour le dire comme ça, mais qui fonctionne. Les contrats partent, les transactions, je clique, j'ai une transaction qui est faite, et puis petit à petit, on a rajouté du service autour de ce noyau de départ, et avec petit à petit un processus qui est intégré jusqu'à la livraison. Enfin, la livraison ne s'opère pas sur ces deux markets, mais on vérifie les livraisons, etc. pour vraiment solidifier l'ensemble. Et puis donc très vite un intérêt sur nos indices, parce qu'on publie des indices assez rapidement basés sur l'activité de la plateforme. Et là, on voit tout de suite que on a mis en place un système d'adhésion à nos indices, d'abonnement à nos indices, et on voit tout de suite que la quantité d'abonnés décolle. Et de la même manière, sur LinkedIn, sur lequel on a repris aussi nos indices, on a assez rapidement des abonnés qui cherchent effectivement à comprendre comment ils sont faits, enfin j'espère en tout cas à quel niveau ils s'arrêtent pour se faire une idée de la dynamique de ce marché qu'ils avaient du mal à percevoir jusqu'à présent. Parce qu'on a rajouté 2 choses justement sur les indices. Donc la première, c'est une fiabilité, comme je disais, qui n'existait pas sur les indices émis. Et puis on a aussi rajouté cette notion de livraison à terme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors là, depuis l'été 2025, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est ça, EMI publie des indices à terme. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Il n'y avait vraiment que les indices spot, entre guillemets, ce qui est vraiment livré au cours du mois. Donc il manquait, en plus de la fiabilité, il manquait vraiment cette vision à terme. Donc ça a tout de suite... intéresser les acteurs du dispositif. Non, franchement, c'est trop intéressant. Et d'ailleurs, tu parlais justement des indices que vous publiez tous les mois, mensuellement. On mettra évidemment le lien pour ceux qui veulent justement s'abonner. Moi-même, je suis abonné, évidemment, et c'est vraiment super bien fait. Donc justement, on va faire un petit bond pour parler maintenant de ce qui se passe actuellement. À date, C2E Market, ça représente quoi je ne sais pas si on peut dire... Enfin, les chiffres que tu peux nous donner, les volumes. Je crois qu'il y a eu une journée historique il n'y a pas longtemps sur les volumes... qu'est-ce qu'on peut avoir comme chiffre sur C2E Market ? Écoute, C2E Market, si on regarde l'activité récente, sur les 2 dernières années, on a fait à peu près chaque année 60 TWh d'échanges, ce qui effectivement représente des montants, si tu veux, en nominal qui sont assez importants. On parle de 500 millions d'échanges à peu près par an, en nominal de financement du dispositif. Et on a vraiment eu une accélération avec l'annonce en fait de la 6e période.
D'ailleurs, on a vu des prémices au moment où on sentait que c'était vraiment imminent. C'est-à-dire que même déjà le mois d'août 2025 avait été assez actif pour nous. Et puis derrière, effectivement, septembre et en particulier la toute fin de l'année, décembre, une fois voilà, que tout le monde a intégré la nouvelle donne, les nouvelles obligations pour 2026. Et là, janvier 2026, on est vraiment parti sur des très très grosses bases. Donc le mois, par exemple, de janvier est vraiment un mois record parce qu'on a plus de 16 terras uniquement sur le mois. D'ailleurs, à date, on est presque déjà à 20 terras. Enfin, à date, c'est les chiffres de vendredi 6 février. Donc vraiment, c'est pour nous, c'est effectivement un tiers des volumes annuels qui ont été faits en à peine plus d'un mois. C'est vraiment une accélération sensible. Bon, je pense qu'il y a un effet rattrapage. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi des gens qui avaient pas mal attendu en 2025 de voir effectivement... avec les incertitudes politiques qui ont quand même grévé un peu le fonctionnement, enfin pesé sur le fonctionnement du dispositif. Je pense qu'il y a eu de l'attentisme qui fait que les volumes 25, à mon avis, ont été un petit peu en retrait par rapport à ce qu'il aurait été normal d'attendre, en tout cas si la P6 avait été annoncée un petit peu normalement, c'est-à-dire en début de l'année 25 et non pas en fin de l'année 25. Mais là, le démarrage est effectivement très très prometteur sur la sixième période, mais ça va avec, la hausse des obligations, qui sont quand même effectivement sensiblement plus élevées. Surtout que l'essentiel de nos échanges aujourd'hui sur le dispositif concerne les C2E classiques, avec la part C2E précarité qui est assez minoritaire en fait. Il y a très peu de liquidités et C2E Market n'échappe pas à la règle, même si là récemment on a une nouvelle fonctionnalité, ces fonctionnalités d'appel d'offres mixte préca classique qui a permis de retrouver un peu de volume de précarité. Là, on a lancé ça il y a une dizaine de jours et ça a vraiment un vrai succès. Ça a un vrai succès. Donc je disais, le gros de notre activité, c'est les C2E classiques malgré tout. En tout cas, c'était le cas en 2025. Et là, la hausse de l'obligation sur le classique est effectivement très sensible. Sur la plupart des énergies, c'est 50, 60, 70%. Donc je pense qu'il y a un double effet dans le démarrage très fort de l'année pour nous. Il y a un effet rattrapage et un effet hausse de l'obligation. Donc c'est effectivement, voilà, il faudra voir dans la durée comment ça s'écrit, mais c'est vrai que c'est encourageant et rassurant sur le fait que voilà, on est à la bonne place. Ce qu'on entend aussi beaucoup, ce qui nous fait porter une part de responsabilité, c'est qu'on entend beaucoup que sur j'ai envie de dire le marché primaire, donc la partie prime, les mandats, etc. Lorsqu'il y a besoin de référence de prix, C2E Market s'impose de plus en plus comme étant la référence que les gens ont envie de choisir. Et donc ça, effectivement, ça nous ancre dans le dispositif. Mais ça impose aussi un certain nombre de responsabilités parce qu'il faut qu'on s'assure que les prix qui sortent de nos calculs tous les mois soient pertinents, qu'il n'y ait pas d'anomalie, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de manipulation. Enfin, tout ça, c'est effectivement une responsabilité qui pèse sur nous. Donc on y fait particulièrement attention. Mais en même temps, c'est assez agréable. D'ailleurs, il n'y a pas que le dispositif C2E qui s'appuie sur C2E Market, les indices C2E Market. Il y a aussi la CRE utilise les indices C2E Market dans les tarifs repères de vente de gaz. Et donc la brique, effectivement, C2E pour les particuliers, parce que c'est un tarif repère, c'est pas un tarif régulé comme sur l'élec, mais c'est un tarif repère qui est repris par certains des fournisseurs de gaz. La brique C2E, ce sont les indices C2E Market à terme qui sont utilisés pour le construire par la CRE. Donc tout ça, effectivement, fait que notre entreprise, elle infuse, elle a une résonance qui est finalement assez large, alors que ça reste une petite entité, et ça reste effectivement il y a une activité à taille humaine, mais qui a un raisonnement qui est très large, qui va même dans des marchés comme le marché du gaz, etc. Bien sûr. Mais clairement, il faut le dire, moi je le vois aussi avec les personnes que je reçois, etc. C2E Market, clairement, c'est la référence, en tout cas pour moi et pour ceux que je connais, pour suivre les prix. Donc ça c'est clair et net. Alors justement, on va pas se mentir sur les sujets là dont on aborde. Les délégataires, les obligés qui nous regardent, les mandataires et même des gros installateurs, ils vont maîtriser. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'artisans, pas mal d'installateurs qui, eux, n'ont rien à voir avec ça. Ils ne sont pas connectés sur tout ce qui est prix C2E. Eux, ils appliquent ce qu'on leur dit. Eux, ils sont sur le terrain.
est-ce qu'on peut un peu leur expliquer justement comment est-ce qu'on définit justement un prix C2E chez C2E Market? Alors, sans peut-être rentrer dans tous les détails, mais comment est-ce qu'on définit un prix spot? C'est quoi un prix spot? Pour que les gens comprennent un peu et on puisse les éduquer sur ça aussi. Oui, alors c'est une très bonne question. D'ailleurs, on a essayé à plusieurs reprises de donner un peu plus d'explications pour que tout le monde puisse profiter de la valeur qu'il y a dans cette information-là sans se tromper, parce qu'il y a effectivement aussi des sources d'erreur. Bon. Il faut rappeler, c'est peut-être utile, que C2E Market, c'est encore une fois un indice de prix secondaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à trouver un niveau de prime, un niveau d'incitation équivalent au prix qu'on trouve sur C2E Market. Entre le montant des primes C2E et les prix de C2E Market, il y a énormément d'étapes, tout un processus de transformation, si je peux le présenter comme ça, qui est à l'œuvre, qui consiste effectivement à des entreprises qui vont aller expliquer le fonctionnement du dispositif et aller proposer des primes. Donc il faut que ces entreprises elles vivent, elles ont des gens à payer, etc. Donc pour les faire ce travail-là. les délégataires, les mandataires, etc. Il y a une prise de risque aussi, parce qu'effectivement, on s'engage sur un niveau de prime à un moment donné. Les chantiers se font pas complètement, etc., etc. Et donc à la fin, on n'est pas tout à fait sûr de la quantité de C2E qu'on va être capable de générer avec ces travaux-là. Ni d'ailleurs, et ça c'est une incertitude qui a vraiment explosé ces dernières années, à quel moment on va recevoir ces certificats d'économie d'énergie qu'on pourra vendre sur une place comme C2E Market ou en bilatéral, comme j'ai tout à l'heure. Mais le délai d'instruction par le pôle national, par le PNC2E, voire d'audit, de vérification, etc. derrière, ça peut aller de quelques semaines pour les plus chanceux à quelques années. Et donc pendant tout ce temps-là, c'est un risque qui est porté effectivement par l'entreprise, mandataire, délégataire, etc. Qui fait que, encore une fois, voilà, tout ce travail et ce risque explique qu'il y a une différence en moyenne. Alors après, il peut y avoir des périodes où c'est plus ou moins important, mais en moyenne, une différence assez sensible entre le montant des primes qui seront payées, qui seront versées effectivement aux artisans, aux installateurs de matériel, etc., aux vendeurs de matériel, même directement parfois, avec le prix de marché qu'on va constater sur C2E Market ou ailleurs, enfin sur le marché secondaire. Donc ça, c'est déjà le postulat de départ. Ensuite, comment nous faisons pour déterminer les prix? Alors en fait, le processus, il est quotidien sur C2E Market, il n'est pas mensuel. Ce qui fait une grosse différence en réalité, effectivement, par exemple, par rapport à EMI, qui va prendre un agrégat de transactions sur un mois donné, sans savoir à quel moment dans le mois elles ont été faites. Et quand il y a des mois sur lesquels il y a beaucoup de variations, du coup, le prix moyen du mois, il peut être, si tout a été fait à la fin du mois, ça va refléter la valeur de fin de mois. Nous on a un processus qui est complètement lissé de manière quotidienne. Et donc, tous les jours, on va déterminer un prix qui est fonction, d'une transaction si elle a eu lieu sur la place de marché, ça c'est relativement simple, ou plusieurs, à ce moment-là on prend des moyennes, effectivement, des prix pondérés par les volumes des transactions, ou deux, ce qui est le cas le plus fréquent, de moyenne entre le prix du meilleur acheteur et le prix du meilleur vendeur. Donc j'ai quelqu'un qui veut acheter des C2E à 8,95, un autre qui veut vendre des C2E à 9,05, la transaction ne se fait pas. La meilleure estimation qu'on puisse avoir du prix, c'est 9. Parce que 9,05, visiblement, c'est trop cher. 8,95, c'était visiblement pas assez cher. Donc, c'est quelque part entre les deux. Voilà. De manière simple, et encore une fois, on n'a rien inventé, c'est une pratique très courante sur les marchés, on a retenu effectivement la moyenne entre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que tous les jours, on arrive à former un prix, quand bien même il n'y ait pas de transaction. Parce qu'effectivement, pour donner un ordre de grandeur de l'activité aussi, par exemple, l'année dernière, C2E Market, en moyenne, c'est une transaction par jour. Mais ça veut dire qu'il y a des transactions, il y a des jours où il y a quelques transactions, 5, 6, 10 transactions, mais il y a des jours, et même il y a eu des semaines sur lesquelles il n'y a pas eu de transaction sur C2E Market. Pour autant, grâce à ce mécanisme, on est capable effectivement d'écrire tous les jours un niveau de prix qui correspond à cet équilibre offre-demande sur le marché. Voilà. Et donc, il faut aussi l'intégrer dans la lecture qu'on va avoir de C2E Market, c'est-à-dire que il ne faut pas considérer que c'est un prix de transaction. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer qu'il y a eu une transaction à 9 et que du coup, c'est le prix de marché 9. Non, il y avait un acheteur à 8,95, un vendeur à 9,05. Et il y a
du coup un prix d'équilibre qui s'établit là. Mais donc voilà, c'est cette compréhension parfois qui manque. Les gens ont l'impression, bon, il y a quelqu'un qui a vendu ou qui a acheté à neuf. Non, ça s'est pas vraiment fait. Ça ne doit pas être très loin de ça. Et voilà, donc à choisir entre effectivement être capable d'avoir un prix finalement suffisamment précis, parce qu'on parle de quelques centimes à chaque fois, ou ne pas avoir de prix du tout. Nous, on a préféré effectivement avoir un prix sur lequel les règles, encore une fois, sont bien établies, et on a vraiment tout ce processus de formation de prix qui est décrit. Avoir donc cette information, la mettre à disposition aussi, encore une fois, sa règle de formation, pour avoir quelque chose qui soit effectivement très solide et très bien réparti au cours du mois, pour éviter ces effets de bord lorsque effectivement il y a un mois sur lequel les transactions ont eu tout au début ou tout à la fin ou au milieu, mais il y avait une période de pic, etc. Bien sûr, trop intéressant. Et tu veux peut-être expliquer aussi qui a le droit d'aller acheter, vendre du C2E sur C2E Market, parce que peut-être qu'il y a des installateurs qui vont se dire franchement, valorisation à neuf, je vais y aller moi. Alors C2E Market, c'est réservé aux entreprises qui sont capables de vendre et d'acheter des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est-à-dire, c'est pas du financement de travaux, c'est pas des versements de primes, c'est des certificats qui donc ont donné lieu à un dépôt, une demande de délivrance auprès du pôle national, et qui donc ont eu une décision de délivrance et qui détiennent donc sur leur compte des certificats d'économie d'énergie et qui peuvent les vendre de cette manière-là. Donc ça reste dans le dispositif des entreprises qui sont très encadrées. En réalité, sur le dispositif, les seules personnes qui peuvent effectivement demander des certificats d'économie d'énergie, ça reste les obligés, les éligibles et les délégataires d'obligations. En dehors de ces trois catégories-là, les artisans, les installateurs, les vendeurs d'équipements, etc. ne font pas partie, sauf à ce qu'ils aient réussi à obtenir une délégation de part d'un obligé, mais pour ceux qui ne sont pas délégataires, n'ont pas la capacité de déposer des C2E et donc n'ont pas la capacité de vendre des C2E à qui que ce soit, et par conséquent pas sur C2E Market, et donc ils n'auront pas effectivement accès à ce marché. Alors, il y a une dernière catégorie qui peut utiliser C2E Market, et certains sont assez connus, ce sont les traders de C2E. Les brokers. Alors attention, okay. Ce sont deux choses différentes, trader et broker. Oui. Alors, je suis désolé, c'est mon passé salle de marché qui me rattrape. C'est bien, j'en précise, c'est bien. Okay. Le broker, c'est l'agent immobilier. C'est ça un broker. C'est-à-dire qu'il va vous présenter, vous voulez acheter un bien, il va vous présenter quelqu'un qui veut vendre un bien immobilier. Et il va prendre une commission dessus. Ça, c'est un broker. Okay. Le trader, il va vous dire, je t'achète ta maison. Et puis moi, j'en fais mon affaire, je la retape pas, je la revends pas, etc. C'est mon affaire. Voilà. C'est vraiment ça la nuance. Là où il y a effectivement, en particulier sur le marché des œufs, une certaine ambiguïté, c'est que certains acteurs sont les deux. Ils sont capables de vous acheter en direct ou de vous présenter quelqu'un qui veut acheter vos certificats, ou vendre, enfin, peu importe le sens. Mais en réalité, ce sont bien souvent deux métiers différents, parce que les responsabilités, les rôles, les risques qui sont pris sont très différents. Lorsque vous avez en face de vous un trader qui vous dit je vous achèterai des C2E ou je vous vendrai des C2E en 2028, il faut qu'il soit toujours là en 2028 pour honorer le contrat d'achat et de vente de certificats. Alors que quand vous avez un broker qui vous dit voilà, c'est tel et tel obligé, vous avez en face, du coup, jusqu'en 2028, un obligé qui a été nommé. Donc il faut bien faire le distinguo, et du coup, même les commissions sont assez différentes. C'est-à-dire que d'un côté, le broker, il vous affiche une commission, il dit je vais prendre, je sais pas, quelques centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, et voilà, c'est clair, c'est net, et ensuite, effectivement, vous passez à autre chose. Le trader, lui, vous ne savez pas combien il a gagné en réalité sur ce deal. Peut-être d'ailleurs qu'à la fin, il va perdre parce qu'il aura pris un risque qui s'avère être perdant. Bon, la plupart des cas, ils gagnent de l'argent, enfin, c'est leur activité. Donc, voilà, ce sont des profils un peu différents. Encore une fois, sur le marché, certaines entreprises font les deux. Mais donc, pour revenir à mon point, certains traders
enfin les traders d'une manière générale, et pas les brokers, les traders peuvent intervenir sur ces deux markets parce qu'ils achètent et ils vendent en leur nom propre, effectivement, des certificats. Donc là, on en a deux aujourd'hui sur ces deux markets. Et voilà, évidemment, on serait heureux d'en avoir plus, que pour nous, c'est un élément de liquidité du marché qui est intéressant. Ça permet d'avoir des prix qui sont encore plus fiables, hein. Plus il y a d'acteurs présents qui sont capables d'acheter et de vendre, plus les prix vont avoir Bien sûr. effectivement de pertinence. Donc ça veut dire qu'en gros, un trader voilà, sur ces deux markets, il va acheter, je sais pas moi, de la précarité à un certain prix, à, je sais pas, à 15 euros, attendre que ça remonte à 16 euros par exemple, et le revendre. C'est ça un trader. Alors, il peut aussi avoir déjà quelqu'un qui est acheteur à 16 euros, qui connaît, et décider d'acheter à 15 aujourd'hui et de vendre à 16 aujourd'hui. S'il est capable de faire ça, tant mieux pour lui, quelque part. Enfin, tant mieux pour lui. Malheureusement, ça pénalise un petit peu. C'est de l'argent qui ne va pas dans le dispositif. Mais il y a deux possibilités. Il y a effectivement la possibilité d'avoir un peu plus de marge immédiate pour les traders, et la possibilité de prendre du risque qui peut s'avérer ou non payante. Mais voilà, je crois que la plupart des traders de C2E aujourd'hui prennent en réalité assez peu de risques, hein, et que là où ils vont acheter, c'est parce qu'ils ont plus ou moins assuré déjà une revente derrière. Alors, bon, pas forcément exactement les mêmes périodes, exactement les mêmes quantités, mais quand même une grosse partie de leur risque, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, est couvert en réalité par une deuxième vente, mais voilà, dont on ne connaît pas la marge qui est faite, contrairement aux brokers. Bien sûr, bien sûr. Alors, je serais très intéressé d'avoir ta vision un peu justement de l'actualité du secteur, justement précarité, grosse pénurie de précarité, hein, il faut le dire, très peu de gisements. Comment est-ce qu'on va... Alors, tu me dis si je dis une bêtise, mais 1050 TWh d'obligations avec 280 de précarité. Comment est-ce qu'on va les faire actuellement? Est-ce qu'avec les fiches qu'on a actuellement, est-ce qu'on peut les faire? Alors, petit bémol, hein, je ne suis pas le mieux placé, évidemment, Bien pour sûr. aborder ces sujets, parce que je ne suis pas sur le marché Bien sûr. primaire, etc. Donc moi, je regarde ça de manière assez quantitative, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue chiffre. D'abord, je constate que l'écart qui est cité entre la 5e période et la 6e période sur les volumes de précarité, on dit c'est à peu près le même niveau d'obligation. Je trouve que ça déforme un petit peu la difficulté, enfin ça ne rend pas bien compte de la difficulté qu'il va y avoir à produire effectivement la 6e période. Parce que en réalité, sur l'obligation de la 5e période, hein, in fine, les chiffres sont à peu près sur 1000 terrains. On est en train de vérifier, là, enfin, le pôle va recevoir, enfin, la DGEC va recevoir les déclarations de volume vendu sur 2025 dans les mois qui viennent, et on pourra avoir le chiffre définitif, mais c'est à peu près 1000 terras. Donc ça fait à peu près 250 terras par an sur les 4 ans, et on passe à 280. Donc on a l'impression que la marge finalement n'est pas très grosse. Bon, en réalité, elle est beaucoup plus importante que ça, puisque une partie importante de l'obligation, une partie importante des 1000 terras était déjà là, était déjà en stock au début de la 5e période. On parle à peu près de 400 terras d'après les estimations qu'on a faites. Et donc en fait, on parle plutôt d'une évolution de 600 terras à faire en 2025 pour compléter le stock pour arriver à 1000, versus 200, pardon, oui c'est ça, enfin, versus, si on divise par 4, ça fait 150 par an, versus 280. Donc on est sur un quasi-doublement en réalité de l'obligation précarité. Avec dans le même temps une partie importante du volume qui a été produit sur la 5e période, qui vient en particulier de la Renault Global, la partie H164, qui a été supprimée. Et donc ça rend encore plus difficile la marche. Bon. Puis si je devais compléter, en réalité, les 280 sont même pas tout à fait corrects, puisque les 280, en fait, c'est une moyenne de la 6e période. Or, les hypothèses qui ont été faites, et c'est ce qui s'est effectivement passé les dernières années, c'est qu'on ait une consommation d'énergie qui soit plus haute en début, donc en 2026, et plus basse à la fin en 2030. Et donc l'obligation, qui est effectivement proportionnelle à la consommation d'énergie, sera plus haute en 2026 qu'elle ne le sera effectivement en moyenne sur la période. Donc bref, tout ça pour dire, la marge est très élevée. Mathématiquement parlant, je veux dire, vraiment, si on regarde purement les chiffres, on est à mon avis, plutôt sur un quasi-doublement de l'effort, voire même au-delà si on prend en compte les fiches supprimées et cette augmentation plus importante en 2026.
Ce qui d'ailleurs, au passage, moi, ça m'a toujours surpris qu'on n'ait pas opté pour une obligation crescendo au cours de la période, plutôt que de prendre la même obligation tous les ans. D'ailleurs, ce n'est pas la même obligation, justement, c'est le même coefficient d'obligation tous les ans. Ce qui est effectivement qui cause cette évolution. Et alors, ça aurait été effectivement peut-être un peu compliqué, c'est peut-être ça l'argument d'un point de vue logistique, parce qu'il faut effectivement du coup des coefficients d'obligation sur chaque année différente pour les ventes d'énergie. J'ai pas l'impression que c'était insurmontable, mais ça évite la situation dans laquelle je pense on se trouve aujourd'hui, qui est qu'on a une marge très élevée, brutale, parce que effectivement les chiffres ont été annoncés là en octobre dernier, d'obligations définitives, avec effectivement très peu de temps pour réagir et pour monter en puissance pour arriver à un niveau de production suffisant. Donc c'est à mon avis, ça aurait été intéressant. Enfin, en tout cas, ça faisait partie nous des suggestions qu'on avait proposées. Il y a eu toute une phase d'interrogation au moment de la création sur la 6e période. Il y a même des groupes de travail externes où on avait proposé effectivement cette montée en puissance. Malheureusement, ça n'avait pas été retenu. Et je trouve que c'est dommageable parce que ça met vraiment le dispositif, ça crispe le dispositif. Là, bon. In fine, j'entends comme toi que en face de ce challenge de hausse d'obligations, j'ai pas beaucoup d'outils à ma disposition sur la précarité pour combler le déficit. Il y a certes un peu de véhicules électriques. Il y a eu le programme leasing social des véhicules électriques en milieu d'année 2025, qui aura probablement, dont on a appris d'ailleurs aux journées techniques, là, ça faisait une des informations qu'ils avaient trouvé les 50 000 utilisateurs, et donc ils avaient effectivement complété ce programme. Donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir une deuxième version. Mais bon, c'est une quarantaine de téras, hein, c'est pas zéro, mais ça ne fait pas non plus les 280 téras par an. Et puis ensuite c'est assez compliqué. Donc j'entends que le Conseil supérieur de l'énergie, qui avait été interrogé sur l'opportunité de réouvrir la réno globale aux acteurs en dehors de l'ANA, avait donné un avis positif, mais j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas suivi des faits. Ça, c'était effectivement un moyen d'accélérer la production. J'imagine que la crainte derrière, c'est parce que la fameuse rénovation globale Barthéage 64 a été entachée de beaucoup de rumeurs en réalité, parce que on n'a pas vu beaucoup de choses très concrètes, très palpables sur des sanctions, etc. Donc j'imagine qu'il y en a où il va y en avoir, parce que l'histoire n'est pas finie, mais pour l'instant, je pense qu'il y a probablement besoin de faire le ménage, si je peux le dire comme ça, sur ce type d'opération. Mais ça reste quand même l'ambition que d'avoir effectivement de la rénovation globale de masse. Or, s'il s'avère que les financements octroyés à l'ANA par le budget de l'État, même s'ils sont complétés par les C2E à partir de cette année, restent quand même une enveloppe finalement relativement limitée, qui ne permettent pas de passer à l'échelle sur la réno globale, il faut peut-être réouvrir cette question, se reposer effectivement, en essayant de trouver des garde-fous, des manières de faire différentes. J'entends l'évolution du dispositif aussi sur les déclarations pré-travaux dans le dispositif, donc tous les engagements qui seraient effectivement, ça c'est extrêmement utile, extrêmement intéressant comme développement. Il faut qu'on arrive à concilier les deux, à se dire ok, on est dans un mode plus sécurisé, ce qui nous permet de réouvrir peut-être des dossiers qu'on avait enterrés, clôturés, etc. parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des risques. Maintenant, s'il y a toujours des risques, je pense qu'effectivement il ne faut pas le faire, hein, mais si on arrive à retrouver des gisements, et c'était vraiment, je pense, l'attente. Enfin, moi, en discutant aux journées techniques, on a parlé un petit peu là en off tout à l'heure, mais en discutant aux journées techniques, j'ai trouvé qu'il y avait une attente qui n'avait pas du tout été satisfaite des personnes qui ont assisté à cette conférence. C'était justement l'état des gisements. C'était justement des pistes nouvelles. C'est un travail qui, historiquement, était confié à l'ADEME, sur lequel on avait effectivement une estimation de l'ADEME, des différentes sources d'économie d'énergie qui pourraient donner lieu à des volumes ou à des nouvelles fiches, etc. Et moi, là où
j'ai envie de dire au désespoir de tous presque, mais non, il manquait ce volet-là. Donc, je suis désolé, c'est une longue réponse pour ta question, mais je trouve que la précarité, oui, on n'est pas arrivé à la solution encore, à mon sens. L'enjeu est extrêmement important en quantité, mais aussi dans la philosophie. Je trouve que ce dispositif, ce volet précarité, je trouve que ça a une valeur sociale, une valeur qui est extrêmement importante, extrêmement intéressante, qu'on a envie effectivement de soutenir. Mais aujourd'hui, oui, je pense qu'on n'a pas encore équipé le dispositif des bons moyens et donc des bons gisements, des bonnes fiches, etc. pour aller remplir cette obligation. J'imagine que ça doit travailler, hein, il va y avoir des gens qui cherchent, etc. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas de solution immédiate. Ce qui, du coup... donc, on voit bien, nous, sur la plateforme C2E Market, on a des transactions de précarité assez loin maintenant. On a du 2028, hein, des gens qui s'échangent de la précarité pour une livraison 2028. Et on voit que c'est encore très tendu. C'est-à-dire qu'on parle encore de prix à 15 € pour du 2028. Incroyable. Alors que, jusque... il y a peut-être un an et quelques, on n'avait jamais dépassé 9 et quelques, on n'avait jamais dépassé 10. Voilà. Et donc là, on sent que... et je crois qu'il y a une erreur d'analyse, d'ailleurs, qui est faite, qui dit, pour ceux qui disent la situation, justement, de l'ensemble de la période, d'un point de vue prix, d'un point de vue tension sur la précarité, est créée par le fait que la 5e période n'est pas encore réconciliée. Et donc, une fois que la réconciliation aura eu lieu, le sujet sera clos et la précarité, tout ira bien dans le meilleur des mondes possibles, si je peux le dire de cette manière un peu humoristique, mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et le fait qu'on ait effectivement des transactions à 15 € sur du 2028 montre que les acteurs qui sont sur ces deux markets n'attendent pas du tout à ce que le sujet soit résolu immédiatement. En tout cas, il y a une crainte suffisamment importante, on peut le dire comme ça, de la part des obligés qui sont acheteurs de ces périodes-là, pour qu'ils préfèrent se couvrir à 15 € au moins pour une partie de leur risque, en disant potentiellement ça peut même monter Bien plus. sûr, voilà, bien sûr, donc c'est ça que ça veut dire. Hein. Bien sûr, complètement. Et franchement, merci de cette réponse justement complète, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ta vision sur ça. Alors, je te propose qu'on mette, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur les C2E. On peut parler justement du nouveau projet récent, donc si je ne me trompe pas, CPB Market, donc le biogaz. Raconte-nous un peu, c'est quoi ce nouveau projet ? Écoute, merci de nous proposer de parler de ça. Le sujet, il est arrivé de manière, là aussi, assez agréable, assez sympathique. C'est que, en fait, à partir de 2026, les obligés gaz du dispositif C2E se retrouvent, en l'occurrence c'est les vendeurs de gaz, se retrouvent en face d'une nouvelle obligation, qui est une obligation d'acheter dans tout le gaz qu'ils achètent pour livrer à leurs clients, une partie crescendo de CPB ou de biogaz. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire évoluer le mix énergétique français vers un mix de plus en plus décarboné. On le fait évidemment sur l'électricité pour pousser les usages d'électricité, etc. Mais le biogaz, puisque le gaz naturel continue à effectivement être une source d'énergie extrêmement utilisée, extrêmement importante, et ça va le rester pendant des années. L'objectif du développement de ce mécanisme CPB et du biogaz d'une manière générale, c'est effectivement de décarboner le méthane, donc le gaz de ville, si tu veux, qui est effectivement utilisé pour le chauffage, la cuisson chez certains, etc. etc. Et la manière dont ça a été mis en place, c'est de dire, OK, progressivement, et c'est là, tu vois, par exemple, où je fais le parallèle, ce que je disais tout à l'heure, c'est C2E, là, il y a un coefficient d'obligation qui va crescendo année après année. La première période d'obligation, elle fait 3 ans, 2026, 2027, 2028, mais le coefficient est différent sur chaque année. Ce qui permet effectivement au dispositif de monter en puissance. Alors, ce qui est encore plus, évidemment, important sur le mécanisme des CPB. Pourquoi je dis évidemment encore plus important ? Parce que pour injecter du biogaz dans le réseau de gaz français,
il faut le produire. Et la manière dont on le produit, c'est un méthaniseur. Et un méthaniseur, ça ne se déclenche pas comme ça en une seconde. C'est un processus d'investissement, c'est de la construction, etc. Voilà, c'est un processus qui s'étale dans le temps. Ce qui va être effectivement beaucoup plus rapide d'installer une pompe à chaleur que d'installer un méthaniseur, pour le dire très crûment. Voilà. Donc, voilà, on peut comprendre que ça a nécessité effectivement de manière plus impérieuse cette montée en puissance du dispositif. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et donc, il y a une obligation qui apparaît. Et un groupe de travail s'est formé, donc assez tôt, parce que je crois que les prémices de ce groupe de travail, cela remontait à 2023, okay, pour décrire ce mécanisme de CPB, le mettre en place, regarder comment est-ce qu'effectivement on pouvait le paramétrer sur toutes ces composantes. Et dans les composantes, il y a une composante effectivement marché. Et donc, ils nous ont contactés fin 2024, début 2025, en disant, ben voilà, il y aura effectivement, un peu comme sur les C2E, c'est pour ça aussi qu'on était très, très pertinent comme offre sur ce dispositif-là, il y aura un marché primaire, ceux qui arriveront à financer directement des méthaniseurs, à récupérer effectivement le biogaz directement dans leur vente de gaz, ou qui achèteront finalement à travers ce qu'on appelle des BPA, des Biogas Purchase Agreement, des contrats d'achat de biogaz, donc ils vont récupérer les certificats directement. Mais on va effectivement aussi avoir besoin d'un bloc secondaire pour ajuster, pour vendre directement des CPB pour ceux qui veulent effectivement le vendre de cette manière-là, etc. Et qu'est-ce que vous pourriez proposer ? En fait, voilà, nous, ça nous a tout de suite parlé. On écoutait, on a un truc qui s'appelle C2E Market. En plus, il y a 3 lettres C2E. On va faire CPB. Franchement, c'était assez tentant. Et donc, on a répondu à cette sollicitation. On n'était pas les seuls. Le teneur de registre, qui est EX, le même que sur les C2E, a aussi été sollicité. Et puis, voilà, on a eu de longs échanges, parce que ça a duré à peu près 6 mois, pendant lesquels on a vraiment construit une offre assez complète et in fine, au mois de juin 2025, fin juin, je crois que c'était le 26 si je me souviens bien, on a reçu un message encourageant, qui nous a dit qu'on était sélectionnés, et qu'en plus, ce qui est important, on était sélectionnés à l'unanimité du groupe de travail. Parce que dans le groupe de travail, il y avait non seulement les membres du dispositif, mais il y avait aussi la CRE, il y avait aussi la DGEC, qui fait partie de ce groupe de travail. Et je disais, c'est intéressant que ça ait été à l'unanimité, parce que derrière, ça nous a rendu la vie extrêmement facile sur le développement du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, comme ça arrive parfois, les récalcitrants qui arrivent en disant « bah non, c'était pas mon choix, je l'avais bien dit, ça allait pas marcher ». Tout le monde avait envie que ça marche, et ça a été très très constructif, très très positif. Tous les échanges ont vraiment été vraiment toujours dans le bon sens, toujours à proposer des améliorations, etc. Il y a eu des consensus à trouver, c'est pas ça que je dis, mais vraiment dans un mode vraiment très très positif, très constructif. Et donc on a été très très vite, puisque dès le mois de juillet, en fait, on proposait une solution technique déjà testable, un site de démonstration en fait, testable pour les utilisateurs. Et puis en septembre, on avait une solution complète avec un règlement de marché, une proposition de contrat, etc. Et on a ensuite ouvert la porte à l'adhésion des premiers membres. Okay. Même modèle que C2E Market. Même modèle que C2E Market. Alors en plus, on avait 2 entreprises là, qui sont déclarées effectivement apporteurs de liquidités. Okay. Donc là, en l'occurrence, c'était Engie et Total qui effectivement ont décidé qu'ils voulaient effectivement engager des volumes sur la plateforme. Et puis on a ensuite pu proposer effectivement à tous les membres du groupe de travail d'adhérer. Alors on a une particularité là sur CPB Market, comme je le disais, il y a un côté très institutionnel cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas sur C2E Market. Sur C2E Market, on est vraiment arrivé, le dispositif existait déjà depuis des années, voilà, et donc on est arrivé, on était obligé vraiment de faire notre place et de convaincre les gens un par un, etc. Là, on est arrivé sur les CPB, par contre, vraiment comme étant l'outil décrété presque, comme étant la place de marché secondaire. Et ça nous a, ça s'est matérialisé par le fait que on a 5-6 membres maintenant observateurs en fait de CPB Market
qui n'ont pas vocation à échanger des certificats sur la plateforme, mais qui représentent des instances ou des organisations qui sont intéressées au dispositif. Donc, par exemple, on a Natran, on a la Creux, on a la SER, là, la Société des économies renouvelables, France Gaz Renouvelable et GRDF. Voilà. Donc on a vraiment un panel d'institutions qui participent à nos comités de pilotage. Ces comités de pilotage, c'est là où on décide des évolutions fonctionnelles ou des évolutions réglementaires, donc du règlement de marché, des contrats, etc. Et donc ils ont effectivement... accès à toutes ces décisions, ils peuvent nous donner leur avis, ils peuvent échanger avec nous, etc. Et puis surtout, ils peuvent informer soit leur structure, soit leurs adhérents pour finalement partager ce qui est en train de se passer sur C2E Market, sur CPB Market, pardon. Lapsus, je le fais quelquefois. Et donc, on a, en plus de ces membres observateurs, on a 12 adhérents aujourd'hui. Qui sont plutôt des sociétés assez importantes, puisqu'effectivement, il y a des gros acteurs du marché du gaz. On a des sociétés un peu plus petites qui sont les obligés du dispositif, qui n'ont pas vraiment moyen d'avoir accès au marché primaire. Donc, voilà, des sociétés qui sont des distributeurs de gaz, en fait. Je peux citer par exemple Équateur, des sociétés comme ça. Bien sûr, on a reçu dans le podcast, bien sûr. Très bien. Voilà. Sociétés très actives, qui sont à la fois d'ailleurs sur C2E Market et CPB Market. Et donc on a effectivement un peu un mix. Ce qui manque encore, je trouve, aujourd'hui dans le setup de CPB Market, c'est vraiment le côté très producteur de plus petite taille. Mais il faut peut-être qu'effectivement, on module un petit peu la manière dont on fonctionne, je ne sais pas très bien. Mais on n'a pas effectivement d'entreprises qui sont des entreprises agricoles, qui auraient des méthaniseurs sur ferme, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est souhaitable pour eux, pour nous, j'en sais rien, mais pour l'instant on n'a pas ça. C'est une question qu'on se pose sur est-ce que c'est une évolution. En tout cas, la plateforme a été lancée. On a publié nos premiers prix là sur le mois de décembre. On a un carnet d'ordre qui est très rempli parce qu'on a plus d'une quarantaine d'offres d'achat et de vente, mais on n'a toujours pas de transaction. En fait, le marché du CPB est très crispé aujourd'hui. Enfin, crispé, c'est pas le bon terme. Il est très figé dans l'optique que aujourd'hui, il y a un prix de plafond qui est la pénalité à 100 € du mégawattheure. Okay. Il y a très peu de vendeurs en dessous de 100 €. C'est-à-dire que la plupart des vendeurs cherchent à vendre à 100 € ou équivalent, 99, 50, 100 €, etc. Et donc finalement, pour un acheteur obligé, aller acheter à 99, 50, alors que s'il ne fait rien, il va être pénalisé, il va payer une pénalité de 100 €, l'intérêt n'est pas forcément encore très évident. Bien sûr. D'autant que la réconciliation, et c'est très similaire au mécanisme C2E en ce point, la réconciliation administrative n'a lieu qu'après la fin de la période, donc en 2029. Donc il y a encore du temps, effectivement, pour se libérer de cette contrainte et peut-être à un meilleur coût que ce qu'on voit effectivement sur le marché. Donc ça fait effectivement partie des petits des aléas à résoudre. Et un autre point d'ailleurs sur le marché des CPB qui est très intéressant, c'est que donc on code déjà 26, 27, 28. Sur 2028, par contre, on n'a pas de vendeur à 100 €. La raison étant que en 2028, il y a le marché de l'ETS2, le marché des échanges de quotas de carbone, deuxième version, qui va concerner le transport et le chauffage des habitations. Et que on peut imaginer que ces certificats de production de biogaz, du coup, ils aient aussi une valeur dans ce dispositif pour éviter d'acheter des quotas carbone. Et donc, il y a effectivement, du coup, potentiellement une espèce de double valeur qui fait que pour l'instant, on n'a même pas de vendeur, du coup, en 2020. Donc, on voit l'incidence de la définition des différents marchés et l'interrelation qu'ils ont entre eux se dessiner à travers ce qu'on voit comme profil de prix sur la plateforme. Bien sûr, mais c'est trop intéressant. Et tu as parlé tout à l'heure, justement, tu as dit que les pénalités sont à 100 €, les prix sont à 99,50, donc c'est pas forcément ultra pertinent pour quelqu'un qui a une obligation d'aller se prendre la tête à aller acheter justement des CPB. Je suis obligé de faire une petite parenthèse pour revenir sur les C2E. Est-ce qu'on peut
quand on voit que voilà, le prix de la préca, je crois qu'il est à 16 actuellement, il peut peut-être encore monter. Est-ce que c'est possible qu'on arrive à ce scénario sur de la préca, que les obligés se disent franchement, je sais pas, moi la préca elle est à 18, à 17, bon c'est quand même 3 euros, c'est pas rien, mais je vais pas me prendre la tête à aller en acheter, à aller en produire, etc. Je vais juste payer ma pénalité et puis c'est tout, quoi. Alors oui, enfin, c'est un scénario qui est assez probable. Peut-être juste pour revenir sur les prix, nous, on a eu des transactions au-dessus de 16 euros déjà. On a eu dernière transaction, je ne sais plus si c'est 16,70 ou 16,80. Donc oui, on est effectivement assez proche des 20 euros. Après, il y a un point là, il faudrait vérifier. Moi, il y a un point que j'avais noté, c'est que sur les C2E, la pénalité n'était pas forcément un plafond au prix des C2E. Parce qu'il y a une caractéristique comptable et fiscale d'une pénalité qui ferait que, en réalité, ça reviendrait à les prix de C2E plus chers. Je m'explique. Si je me souviens bien, il y avait un risque, et je ne sais pas très bien, en fait, je n'ai pas regardé les derniers développements là-dessus, mais il y avait un risque que la pénalité de C2E, si on la paye, soit pas considérée comme une charge déductible, alors que l'achat de C2E l'est au point de vue de l'impôt sur les sociétés. Ce qui signifie que, effectivement, les chiffres sont pas tout à fait comparables. Hein. Il y a un taux d'impôt entre les deux qui peut faire qu'on peut monter de à peu près 25% de plus sans que ce soit effectivement encore inintéressant d'acheter les C2E. Donc il y a ce petit point à vérifier. Mais bon, le chiffre de 20, si on l'atteint, de toute façon, effectivement, ça risque d'être un seuil psychologique pour pas mal. Parce que je précise, hein, c'est 20 euros la pénalité Oméga par obligé s'ils ne remplissent pas leur obligation. Exactement, 20 euros du mégawattheure, exactement. Et donc, si effectivement on s'approche dramatiquement des 20 euros par mégawattheure, enfin, certains obligés, me semble-t-il, ont déjà évoqué cette possibilité, c'est-à-dire de retenir la pénalité comme étant une solution pour eux, mais presque sous la forme d'une... je sais pas, une menace, c'est pas le bon terme, mais d'un risque, en fait. Dire, écoutez, si on n'arrive pas à produire de la précarité dans de bonnes conditions, on va se retrouver effectivement à payer potentiellement 20 euros, donc on va aller à la pénalité, ce qui veut dire que ça renchérit d'autant les coûts de l'énergie derrière, avec en plus, pour le coup, un espèce de double effet. Donc non seulement l'énergie sera chère, le gaz, l'électricité, l'essence, etc., mais en plus, on n'aura pas les économies d'énergie. C'est-à-dire que les travaux ne seront pas financés. Donc on a vraiment tout perdu dans ce cas-là. Après, l'argent va bien quelque part, et donc j'imagine qu'on doit pouvoir en faire quelque chose à un moment donné, mais ça va être fléché comme une recette de l'État quelque part, et je pense qu'on ne le reverra jamais dans le dispositif. Clairement. Et donc là, c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix. Parce que, encore une fois, ce serait pour le dispositif vraiment catastrophique, peut-être pas, mais ce serait vraiment mauvais, délétère, négatif, nocif, dans la mesure où, effectivement, encore une fois, un des principaux commentaires négatifs ou une des principales critiques qui est faite au dispositif, c'est le coût pour les Français. Hein, on cite des chiffres, je crois, de l'ordre de 180 euros par an, chose comme ça. Si ce coût s'avère être encore plus élevé sans qu'il y ait le moindre bénéfice d'économie derrière, le dispositif va vraiment souffrir. Bien sûr, clairement. Et oui, en fait, surtout que les obligés, il faut aussi les comprendre. On peut comprendre que des fois, ils peuvent se dire, ils y pensent à cette éventualité parce que des fois, ils peuvent être impliqués dans sans vouloir, mais par des schémas de fraude, etc. Ça peut être, des fois, ils ont aussi un risque. Ils peuvent se dire, attends, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, donc je peux... Bon, on espère qu'ils ne vont pas le faire parce que, comme tu l'as dit, ce serait une catastrophe. Donc voilà, pour revenir un peu sur CPB, C2E Market, c'est quoi un peu la vision long terme, un peu ta vision des deux projets? Est-ce qu'il y a d'autres versions de C2E Market qui vont venir, des autres produits? C'est quoi un peu ta vision à long terme sur le développement des deux projets? Alors, écoute, bon, déjà, on essaie de solidifier CPB Market, hein, qui est une création quand même assez récente, parce qu'on l'a lancé pour le coup en novembre aussi, mais le novembre 25, le 19 novembre. Donc, on essaye effectivement déjà de faire fonctionner ce dispositif.
Et d'ailleurs, au passage, puisque en fait, c'est la même société qui s'appelait C2E Market, qui développe les deux marchés, donc le marché des C2E et le marché CPB, on a changé de nom. On s'appelle désormais CERT Market, comme certificat. L'idée, c'est de dire, effectivement, à partir du moment où on a commencé une diversification, on pourrait tout à fait imaginer s'intéresser à d'autres marchés. Les crédits carbone, par exemple, ou est-ce que c'est trop... Alors, attention, sur les carbones, il y a deux sujets. Il y a les crédits et les quotas, qui sont deux marchés bien différents. Les crédits carbone, ça vise essentiellement des certificats qui sont donnés lorsqu'on développe des projets de réduction, de séquestration ou d'évitement d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre plus généralement. Les quotas carbone, c'est un système d'échange de quotas, comme ce qu'on a effectivement en Europe déjà depuis 2005, parce que moi j'étais dans les tout premiers échanges de quotas carbone, et pour lequel on a cette deuxième version en 2028 qui va concerner cette fois-ci, en plus de l'industrie qui est au cœur du dispositif aujourd'hui, le TS1, la version 2, comme je disais, le chauffage et le transport. Donc si tu veux, sur ce sujet-là, moi pour l'instant, sur les crédits carbone, c'est un marché qui est en fait assez petit et qui a beaucoup rétréci en fait ces derniers temps parce qu'il a beaucoup été attaqué. Je trouve que ça a été attaqué de manière d'ailleurs abusive d'une certaine manière, parce qu'il y a des choses à jeter, mais il y avait des choses à garder. Il y a des choses à garder dans ce dispositif, il y a des choses à changer, etc. D'ailleurs, de la même manière que il est perfectible, comme on en a parlé sur le C2E, il y a des perfections, il y a l'amélioration attendue, il y a une amélioration attendue très clairement sur ce modèle, mais maintenant c'est un modèle qui permet de financer quand même des projets, bien sûr. d'éviter des émissions. D'éviter de la déforestation. On parle beaucoup de l'Amazonie, mais pas qu'en Amazonie, au Congo, en Indonésie, etc. Il y a des magnifiques projets là-bas qui associent des populations locales. Et donc, c'est un peu dommage, mais pour l'instant, c'est vraiment perte de vitesse. Donc, bon, pour l'instant, on laisse ça un peu de côté. Les quotas carbone, ça nécessite... c'est un instrument financier, pour le coup, les quotas carbone. Donc, ça nécessite un agrément financier qu'on n'a pas. On regarde 2028, le TS2, en se disant qu'effectivement, ça peut être une évolution de notre modèle de fonctionnement. Mais je pense qu'on va avoir à plus court terme envie de regarder des développements déjà internationaux, en particulier sur le marché espagnol des certificats d'économie de l'énergie, qui est un système qui s'est beaucoup inspiré du modèle français, mais avec des qualités propres de contrôle, de reporting. Ils ont un outil de reporting qui est fantastique, qui permet de suivre vraiment en temps réel la manière dont le dispositif se développe, etc. Évidemment, il y a aussi des travers, évidemment, il y a aussi des entreprises à surveiller là-bas, etc., etc. Mais nous, alors on a pas mal d'appels du pied effectivement de certains de nos adhérents pour commencer à s'intéresser à ce marché-là. Donc je pense que ça va faire l'objet d'une étude un peu poussée. Et bon, j'en profite, je fais des appels à bonne volonté. Nous, on va chercher à trouver des entreprises qui ont envie de développer ce marché de la même manière que ce qu'on a fait sur les C2E en France. Donc on va avoir besoin de membres fondateurs. Le reste, on sait faire. Je veux dire, en plus, il y a toujours 3 lettres. Ça s'appelle KS. Ouais. Donc, c'est Marketas, peut-être. Oh, Market, ça marche. C'était pas français, ça va rester pas espagnol. On fait KS Market, ça va bien marcher. Bien sûr. Contractuellement, évidemment, on va faire appel à des entreprises locales, premier plan juridique, etc. Il n'y a aucun souci. Enfin, aucun souci. Enfin, je suis pas inquiet. Mais par contre, il faut effectivement qu'on ait des gros acteurs, à la fois obligés et délégataires, pour animer le marché et faire en sorte, encore une fois, quand tu passes dans un restaurant, il y a plein de monde, tu as envie d'y aller. Quand tu passes dans un restaurant, il n'y a personne, tu n'as pas envie de rentrer. Donc nous, on veut être effectivement dans le premier cas de figure. On a envie effectivement de voir des prix, de voir des transactions pour permettre attirer et créer un effet d'entraînement. Donc ça va être vraiment, je pense, assez rapidement notre prochain marché. Après, on regarde aussi des dispositifs. Alors, on va rester vraiment, c'est notre vision, dans ce marché des certificats environnementaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rebaptisé CERT Market, la société. Et de la même manière,
que l'obligation des CPB est apparue en France. Il y a aussi tout le système qui s'appelait TIRUERT, qui a changé, qui s'appelle IRIC maintenant, qui favorise l'utilisation d'énergie renouvelable pour tout ce qui est transport. Et donc là, il y a aussi les certificats IRIC qui peuvent s'échanger, etc. On a aussi des gens qui sont venus nous voir en nous demandant si on pouvait s'intéresser à ce marché-là. Donc ça fait partie des voies potentielles de développement. Et là, encore une fois, je fais appel à toutes les bonnes volontés. S'il y en a qui ont envie de développer ce marché avec nous, on serait très heureux. L'esprit derrière, c'est que il faut que ma compréhension, c'est que moi, je crois beaucoup à la vertu de la transparence sur ces nouveaux marchés. Si vous ne savez pas à quel prix vous allez être capable de valoriser l'investissement que vous êtes en train de faire, le projet que vous êtes en train de développer, si vous ne savez pas de l'autre côté l'obligation qui est la vôtre, comment la valoriser, etc., vous perdez énormément d'efficacité dans le dispositif. Et en plus, et là je voudrais revenir là-dessus parce qu'on en a parlé tout au début, mais pour moi c'est extrêmement important, si vous n'arrivez pas à convaincre des établissements financiers solides, importants, qui vont financer de manière très efficace, à très bon marché le dispositif, quel qu'il soit, vous perdez aussi en efficacité. Et donc tout ça, c'est vraiment la vertu d'une place de marché, c'est cette capacité effectivement à apporter de la transparence, à apporter de la solidité aussi. C'est-à-dire que lorsque vous faites une transaction sur une place de marché, vous avez un contrat qui est là, qui a été revu, agréé par, sur C2E Market, 45 membres. Donc, et vous avez des termes donc, du coup, de confort juridique qui sont vraiment les plus solides qu'on puisse avoir, en tout cas extrêmement solides et qui font partie d'un travail commun. Enfin, c'est cette notion d'efficacité de travail commun. Et ce qu'on a mis en place aussi, qu'on a dupliqué sur CPB Market, c'est tout cet aspect avant transaction, de prise de connaissance. C'est-à-dire qu'avant de faire une transaction sur C2E Market ou sur CPB Market avec une contrepartie, on a agrégé des informations d'ordre financier, des informations d'ordre procédure, assurance, etc., qui du coup, lorsque vous avez envie de faire une transaction avec une société donnée, sont à votre disposition. Et c'est tout le monde a les mêmes. Et l'entreprise ne les met à disposition qu'une seule fois, par an, parce qu'évidemment, les comptes vont changer au fur et à mesure. La RC, l'association l'attestation d'assurance, responsabilité civile, tout ça change. Mais vous avez effectivement une mise en commun de données et un processus qui est obligatoire pour tout le monde, qui nécessite de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'effectivement, j'ai envie de travailler avec cette société-là ? Quelle est son assise financière ? Est-ce qu'on disait, il y a des transactions qui vont se livrer en 2028 ? Est-ce que je suis suffisamment rassuré pour considérer que cette entreprise sera encore là pour honorer son engagement en 2028 avec les états financiers, avec la procédure, avec la croissance de la société, etc. Donc, tout ça sont des éléments de solidité de la place de marché, mais pas seulement, c'est-à-dire du dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait être nécessaire, effectivement, dans tous les dispositifs. C'est une des vertus, d'ailleurs, il y en a quand même une du décret dont je parlais tout à l'heure de vérification des achats, c'est qu'il oblige effectivement à prendre en compte la contrepartie à laquelle on va acheter des certificats pour regarder ces éléments financiers. Mais nous, on l'a vraiment institutionnalisé, on l'a vraiment écrit dans notre processus, c'est obligatoire de passer par ces étapes-là. Et donc ça, je trouve qu'effectivement, c'est une partie intégrante de l'efficacité, parce qu'un dispositif, ça ne va pas seulement effectivement être un bon prix, etc., mais ça va permettre aussi d'honorer les transactions. Parce que si vous vous retrouvez, au bout d'un moment, avoir l'impression que vous êtes effectivement couvert de votre risque, acheteur ou vendeur, mais qu'à la fin, la société avec laquelle vous avez contracté n'est pas suffisamment solide, etc., en fait, j'ai envie de dire tout s'écroule. Vous êtes obligé de vous repartir à zéro. Les prix peuvent être très différents, etc. Vous pouvez finalement vous-même être mis en difficulté financière, etc. Donc, cette trame, c'est une espèce de backbone, de ceinture, de colonne vertébrale, du dispositif. Ça me semble effectivement indispensable. Et en tout cas, ça assure une solidité à l'ensemble. Et c'est pour ça, effectivement, que nous, on va essayer de promouvoir cette idée d'efficacité, de solidité et de gestion de risque. Ça incite aussi les gens à se protéger. C'est-à-dire qu'on voit trop d'entreprises qui vont, par exemple, verser des primes C2E d'un côté et puis dire je verrai bien quand mes C2E sortiront, à quel prix je serai capable de les vendre. Sauf qu'on a vu des périodes dans lesquelles les prix des C2E sont passés en dessous de 2 euros
alors que les primes qui avaient été promises étaient supérieures. Et donc, du coup, je perdais de l'argent à chaque fois que je produisais un C2E. Et donc, tout ça, cette notion de voilà, je me protège aussi de mon risque, j'ai une gestion plus rigoureuse, vraiment une compréhension du risque, une gestion du risque. C'est quelque chose qu'on essaie de diffuser avec ces outils-là, en fait. Voilà. Et ça semble, pour nous, important dans la solidité et l'efficacité de tous ces dispositifs. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, la vision, elle est claire. C'est CERT Market qui va développer donc plusieurs places de marché pour différents dispositifs environnementaux. Et donc, même pour CAE Market, je sais qu'il y a beaucoup de gens du marché espagnol qui nous regardent. Et moi, j'ai plusieurs obligés avec qui je suis en relation là-bas, justement avec qui j'ai pu réaliser et qui ne sont pas encore sortis, mais des podcasts. Donc, je pourrais te les mettre en relation avec grand plaisir. En tout cas, Marc, c'était vraiment un plaisir. On a discuté, je crois, presque 1h30, mais on aurait pu en faire 2-3 heures tellement c'est intéressant. Et franchement, merci beaucoup. Merci de ta vision, c'était super intéressant. Et qui sait, on pourra justement se reparler dans un an, peut-être sur le développement de CPB, etc. et de ces deux markets. Mais vraiment, c'était vraiment un plaisir. Merci d'être venu. Et puis, on mettra en description, hein. Évidemment, tu me diras les liens, etc. qu'on pourra mettre, mais de ces deux markets, CPB Market et ton LinkedIn si les gens veulent te contacter. Donc, merci. Merci à toi. Je suis très heureux d'avoir pu effectivement passer tous ces messages. Et voilà, à très bientôt, bien sûr. Exactement, à très bientôt. Merci à tous de regarder la vidéo. On se dit à très bientôt sur Ila26 TV. C'était Yanniv. Salut.